National à l'université de Tel Aviv. Alors l'indépendance a donc été approuvée par la population de l'Est de l'Ukraine. Et maintenant, il se passe quoi? Ces résultats sont bien entendu contestés. D'abord, la légalité du vote lui-même est contestée, les conditions dans lesquelles ce vote a été organisé. C'est clair aujourd'hui que Poutine fait tout pour de facto séparer les régions Est et Sud de l'Ukraine du reste du pays. Poutine va annexer ces territoires inévitablement? Je pense qu'il est d'abord en train de tester la réaction de l'Occident et qu'il est prêt à se satisfaire d'une annexation qui ne sera pas militaire comme dans le cas de la Crimée, mais d'un rattachement de facto avec une fédéralisation de l'Ukraine. C'est le scénario que vous prévoyez, une fédéralisation? Je pense que c'est ce qui se passera au bout du compte, avec une partie Est et Sud de l'Ukraine dans un système fédéral qui sera de facto sous l'influence directe de Moscou, sans besoin d'une intervention ou d'une présence militaire qui est coûteuse. Une occupation militaire est coûteuse et je pense que Poutine lui-même veut empêcher un tel scénario. Alors pourquoi ces habitants de l'Est de l'Ukraine veulent être détachés de l'Ukraine? Il faut comprendre que l'Ukraine en elle-même est un pays artificiel, non seulement artificiel, mais aujourd'hui ce qu'on appelle même en anglais un failed state, un État raté. Il y a aussi une forte propagande russe aujourd'hui qui promet beaucoup. On se rappelle comment cette crise a commencé. Financièrement, Moscou apporte beaucoup plus à l'Ukraine que l'Union européenne. Lorsque l'Union européenne avait proposé 600 millions de dollars, Poutine avait réenchéri avec 15 milliards de dollars. Donc Poutine réenchérit avec ses rentrées de pétrole, de gaz naturel et de pétrole. Et puis il y a cette propagande, bien entendu, extrêmement agressive de Moscou. Alors vous parlez du gaz dans cette affaire, c'est quand même un élément important qu'on souligne peut-être pas assez. L'Ukraine détient d'énormes réserves gazières qui sont situées pour la plupart dans l'est du pays. C'est ça que Poutine a en tête, le gaz avant tout et la politique après? Pas seulement, c'est des intérêts économiques, c'est sûr, mais pas seulement. Poutine n'a pas besoin de l'Ukraine pour les réserves naturelles de la Russie. La Russie est elle-même très riche en ressources naturelles. Chez Poutine, c'est avant tout un calcul idéologique de prestige, de restituer l'empire russe. Il a toujours considéré l'effondrement de l'empire soviétique comme la pire catastrophe du XXe siècle, comme il a dit lui-même. Il s'agit véritablement d'une stratégie de rétablir la Russie face à l'Occident. Il a d'autres visées expansionnistes alors? Je pense que dans sa vision du monde, il continue de voir la Russie comme la protectrice des valeurs chrétiennes orthodoxes face à un Occident qu'il considère comme décadent et comme menaçant également. À la fois, il a cette approche typiquement russe vis-à-vis de l'Occident, à la fois de haine et d'admiration. Un Occident qui est à la fois décadent mais qui menace également. Il va s'arrêter où? Est-ce qu'on peut se diriger maintenant vers un conflit armé ouvert en Ukraine? En Ukraine elle-même, il y aura certainement une dégradation militaire, mais il n'y aura pas de conflit armé entre la Russie et l'OTAN. Et une guerre civile? Une guerre civile, elle existe déjà. La guerre civile, elle existe déjà, elle se dégradera sans doute. Beaucoup dépendra des calculs militaires de Poutine, mais il n'y aura pas de conflit armé avec l'OTAN. En revanche, il y aura sans doute une dégradation des relations économiques. Là, l'Occident a effectivement un pouvoir de faire très mal à la Russie en termes de sanctions économiques et il est possible que l'Occident poursuive ces sanctions. D'ailleurs, Poutine lui-même, le 7 mai dernier, avait modéré son discours et je pense justement à la lumière des sanctions économiques. Est-ce qu'elles ont effet, ces sanctions économiques? Elles paraissent plutôt timides pour le moment, que ce soit de Bruxelles ou de Washington? Elles sont, disons qu'aujourd'hui, beaucoup dépend, je dirais, de l'Allemagne. L'Allemagne a un rôle pivot à jouer face à la Russie. Et c'est là que l'Allemagne a une politique assez ambiguë qui résulte entre autres du fait qu'il y a un gouvernement de coalition en Allemagne et que Angela Merkel elle-même a des tendances plus pro-occidentales et a une politique plus ferme vis-à-vis de Poutine. Mais son ministre, c'est un gouvernement de coalition, son ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, est un social-démocrate avec cette lignée pro-russe qui était celle également de son ancien boss,
Gerhard Schröder, qui récemment a fait des déclarations très controversées, presque en accusant l'Occident de cette crise. Ils ont quand même une responsabilité dans cette crise. Vous parliez de l'OTAN, elle n'a pas une responsabilité dans sa politique de défense européenne qui a peut-être alarmé Moscou face à l'Ukraine. Est-ce que Bruxelles n'a pas eu un ton trop paternaliste ? Non, je pense qu'il y a eu peut-être l'erreur qu'il y a peut-être eu, et Schröder en a parlé, c'est le fait de vouloir de ne pas prendre en compte que l'Ukraine est un pays divisé avec une division de facto entre l'Est et l'Ouest. Mais je crois que c'est allé trop loin en accusant toujours l'Occident de la politique expansionniste de la Russie. Il ne faut pas non plus exagérer avec cela. Je pense que Schröder a exagéré. Schröder, il faut bien ne pas l'oublier, est également sur le bord de la société qui dirige le pipeline entre la Russie et l'Allemagne. Il a cette politique pro-russe, mais je crois qu'accuser aujourd'hui l'Occident de l'expansionnisme russe, c'est aller un peu loin. Il y a quand même aussi cette dépendance gazière, on en parlait, de l'Europe à la Russie. Tout le monde se tient plutôt calme face à Poutine parce que l'Europe, c'est 25% du gaz russe. Oui, mais l'Europe a une politique aujourd'hui de réduction de sa dépendance gazifère vis-à-vis de la Russie. Et de la même manière que l'Europe dépend de la Russie dépend également de l'Europe pour ses revenus. Alors c'est vrai que la Russie a d'autres clients potentiels comme la Chine, mais c'est une dépendance qui est mutuelle. Et une Europe qui développe ses relations gazifières avec d'autres régions du monde, c'est une Europe qui porte également atteinte aux intérêts économiques de la Russie. Donc cette dépendance est mutuelle, mais aujourd'hui de plus en plus l'Europe, et en particulier l'Allemagne, avec sa nouvelle politique énergétique, réduit sa dépendance gazifière vis-à-vis de la Russie. Il faudrait qu'on revienne un instant sur la personnalité Poutine. Vous parliez de son idéologie. Ça fait pas mal d'années que le monde côtoie cet animal politique. Hillary Clinton l'a comparé à Hitler. Angela Merkel a expliqué qu'il vient d'un autre monde. Pour vous, qui est-il ? C'est d'abord un ancien membre du KGB. C'est un ancien membre du KGB. C'est aussi un dirigeant russe qui est très imprégné de cette idéologie chrétienne, orthodoxe russe. Et il suffit de voir la façon dont les médias russes, qui sont sous le contrôle de Poutine, décrivent le gouvernement de Kiev dans des termes qui rappellent la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les décrire comme presque des nazis qui viennent attaquer la Russie, cette référence à la Grande Guerre patriotique, n'est-ce pas ? C'est vraiment la rhétorique de la Seconde Guerre mondiale, de la Russie slave et orthodoxe qui se défend vis-à-vis des fascistes qui viennent de l'Ouest. Merci beaucoup, Emmanuel Lave, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parle d'un salon d'armement. Ça s'est passé à Amman la semaine dernière.